Jeux vidéo, voix naissante des peuples marginalisés. Depuis quelques années, pourtant, le jeu vidéo est parcouru par une nouvelle tendance, qui cherche non plus seulement à montrer la variété ethnique des pays les plus riches, mais aussi à mettre en scène les invisibilisés de l'histoire occidentale, peuples colonisés, parqués, marginalisés, souvent écartés de la pop culture. Le 1er mars, le studio mexicain Lianzo publiait ainsi Mulaka, premier jeu vidéo d'aventure consacré à la mythologie du peuple Tarahumara. Le 6 février, c'est un studio brésilien qui lançait Dandara, aventure acrobatique dont l'héroïne, guerrière noire, est une figure historique de la lutte contre l'esclavage en Amérique du Sud. Dès 2014, Nevealon nous présentait dans un jeu de plateforme l'imaginaire folklorique du peuple autochtone Inupiaq, en Alaska. Cette nouvelle approche du jeu vidéo s'inscrit dans un mouvement plus général, le courant postcolonialiste, qui a fait l'objet d'une conférence le 21 mars à la Gaîté Lyrique à Paris. Il cherche entre autres, pour reprendre les mots de Mehdi Derfoufi, chercheur en études cinématographiques, à décoloniser l'histoire du jeu vidéo en la sortant des biais d'une approche centrée sur l'Occident. Les études postcoloniales sont nées avec les essais du psychiatre martiniquais Frantz Fanon dans les années 1950. Elles s'intéressent historiquement à la double emprise des peuples dominants sur les peuples dominés, à la fois par l'imposition d'une langue et d'un imaginaire commun et par la marginalisation de leur folklore dans la littérature ou le cinéma mainstream. C'est, en somme, l'idée qu'à une colonisation administrative s'est substituée une nouvelle forme de colonisation plus insidieuse, car culturelle. Dans le monde du jeu vidéo, les études postcoloniales sont jeunes. En 2000, Lisa Nakamura, dans l'article universitaire Race and Cyberspace, a été l'une des premières à relever les stéréotypes raciaux sur les mâles asiatiques diffusés sur Lambda-Mo, un monde persistant textuel. Par la suite, les essais Gaming at Edge, Gaming Représentation, ou encore Devine qui vient jouer ce soir, mettent chacun à sa manière l'accent sur une culture du jeu vidéo centrée sur l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie. Le chercheur Souvik Mukherjee, dans son livre Videogames en postcolonialisme, Empire Playback, souligne avec précision comment un pays considéré comme périphérique, en l'occurrence, l'Inde, peut être négligemment traité par des développeurs en position de mainmise culturelle. Dalsim, le combattant indien de la série Street Fighter, est ainsi représenté de manière caricaturale comme un fakir, et son nom est formé de la contraction d'un nom de plat de lentilles et de haricots, comme si un personnage français avait été baptisé Raclette Camembert, là où les héros Ryu et Ken ont d'authentiques prénoms. Même des productions sérieuses et a priori renseignées multiplient les erreurs. Dans l'article Playing Subalterne, il donne l'exemple du jeu de stratégie Empire, Total War, qui se déroule au XVIIIe siècle mais arbore le drapeau indien, alors qu'il n'est adopté qu'en 1947, et montre des plantations de thé mais aucune plantation d'indigo, pourtant à l'origine de la révolte du Bengale en 1859. La manière dont ces jeux dépeignent les colonies est souvent simpliste et contient des imprécisions qui sautent aux yeux des joueurs de ces régions, relève Souvik Mukherjee. Face à ce type de raccourcis, toute une gamme de productions locales ont émergé. Le duo martiniquais Patrick Chamoiseau, auteur de Écrire en pays dominé, et Muriel Travy, conceptrice de jeux vidéo, signe dès 1987 mais Willow, un programme dédié à une légende martiniquaise, et surtout Freedom, en 1988, dans lequel le joueur doit mener une révolte d'esclaves. Mais c'est surtout avec l'arrivée de l'Internet haut débit et des circuits de distribution dématérialisés que ces initiatives se multiplient. Plusieurs approches coexistent. La plus belliciste renverse les antagonismes traditionnels. Dans 7554, un jeu de tir vietnamien sur la bataille de Dien Bien Phu de 1954, le joueur combat l'armée française. Dans la production syrienne Ndesige, Tatalissar en arabe, il incarne une famille palestinienne opposée aux forces israéliennes. Mais, le plus souvent, c'est par une pacifique stratégie de valorisation locale et culturelle que se démarquent ces productions, comme les nombreux jeux de taxi brousse au Sénégal, de jeux de plateau traditionnels au Botswana, ou basés sur la mythologie perse en Iran. La volonté est souvent autant de donner une présence numérique à une culture que de lui donner une exposition internationale. C'est le cas de Mulaka,
avec son peuple autochtone mexicain, explique au Monde Guillermo Vizcaino, son concepteur narratif. Si ces productions offrent des modèles positifs à des peuples marginalisés, elles n'en conservent pas moins certains codes occidentaux. Okanya, un jeune studio a ainsi lancé Africa Legends, un jeu de réflexion mettant en scène des super-héros africains inspirés du modèle de Marvel. C'est un exemple intéressant, relève Mehdi Derfoufi. On voit une volonté de construire des contre-récits face aux récits occidentaux dominants, mais en même temps une volonté de s'inspirer de ces modes de production. Cette production aussi politique qu'hétéroclite reste encore confidentielle. Ainsi, des jeux sud-africains, le public international connaît surtout Genital Jousting, jeu d'arcade bariolé, ou Broforce, jeu d'action ultra-occidentalisé. Qui sait que, depuis 2015, le modeste Ngni Warrior, sur smartphone, rend hommage à l'iconographie de la principale famille ethnique du pays. Parfois, certains jeux post-coloniaux percent médiatiquement, mais sans que leur dimension identitaire soit entendue, à l'image de Dandara, le jeu noir brésilien. C'est un cas d'école, soulève Mehdi Derfoufi. Quand on regarde la réception de la presse occidentale, la figure de l'héroïne noire est citée mais vite évacuée, on parle prioritairement de gameplay, de mécanique de jeu. La démarche politique n'est par ailleurs pas toujours présente. Ainsi du jeu d'horreur taïwanais de tension, qui revisite le passé de la République démocratique de Chine dans les années 1960, en pleine dictature militaire. Nous n'étions pas au courant de l'approche post-colonialiste. Nous nous disions juste qu'il serait plus simple pour nous d'employer des ingrédients avec lesquels nous sommes familiers et qui résonnent en nous, minimise ainsi Tifliu, la porte-parole du studio Red Candle Game, estimant qu'il s'agit d'un réflexe naturel pour des créateurs. Historiquement centré autour des colonies britanniques et françaises, le mouvement post-colonialiste peine enfin à intégrer à sa réflexion le Japon, rare pays asiatique qui fut à la fois soumis par les puissances occidentales au XIXe, puis puissance colonisatrice en Corée, en Mandchourie ou encore à Taïwan jusqu'en 1945. Un angle mort dans les études post-coloniales d'autant plus dommageable que la production nippone est, de loin, celle qui a le plus influencé l'histoire du jeu vidéo.